Club Crypto. Toute l'actu crypto au même endroit. Commençons par une bonne nouvelle. Bitcoin n'est plus un ovni pour la finance traditionnelle. Barclays Private Bank l'écrit noir sur blanc dans son rapport 2026. Après une capitalisation de plusieurs milliers de milliards, une liquidité profonde, des ETF et un marché dérivé mature, Bitcoin est désormais une classe d'actifs à part entière. C'est un changement de statut énorme. Il y a encore 3 ans, la plupart des banques refusaient même d'en parler. Aujourd'hui, elles lui consacrent des chapitres entiers et les chiffres d'adoption le confirment. Selon Natixis, 15% des investisseurs institutionnels détiennent la crypto en 2022. En 2025, ce chiffre est passé à 33%. Plus d'un tiers des institutionnels sont exposés et parmi eux, 94% prévoient de maintenir ou d'augmenter leur allocation. Ce n'est pas du bruit, c'est une tendance de fond. Et les flux de Bitcoin aussi qui ont diminué. Ça, c'est la deuxième grosse news. Après ici, la moyenne sur les 30 derniers jours des long-term holders, ça y est, qui repasse positif. On a ici les ETF qui diminuent leur vente. Alors, est-ce que ça va faire comme en avril? Rappelle-toi, en avril, ça a été le bottom trouvé. Les ETF ont énormément vendu de février jusqu'en avril avec les tarifs douaniers de Trump. Et lorsqu'ils ont arrêté de vendre les ETF, boum, ça a explosé à la hausse. Est-ce que là on fait pareil? Les ETF commencent à diminuer la vente. Hier on a eu genre 19 millions de ventes, alors que la semaine dernière on était dans les 100-200 millions déjà. Ben, si les ETF repassent acheteurs, avec les grosses baleines ici on-chain qui repassent acheteurs, ben, ça sera le bon combo, paf, pour exploser tout à la hausse bien sûr. Les dernières news crypto, lesquelles sont-elles? Demain, c'est le 1er janvier 2026 et rentrent en vigueur les règles fiscales de type CARF ou de type DCA8 pour sa déclinaison européenne. Je pense que tout le monde a entendu parler. C'est un cadre de déclaration des cryptoactifs qui est mis en place mondialement et la déclinaison européenne s'appelle DCA8. C'est fait par l'OCDE, l'Organisation de coopération et développement économique. Et donc, ça exige DCA8 ou CARF que les échanges crypto qui se conforment, donc qui sont pour l'européenne, qui sont PSAN, qui sont MiCA et qui vont devenir un DCA8, collectent les informations sur leurs clients, leur résidence fiscale, les transactions, les soldes et les communiquent aux autorités fiscales. Alors la première communication, ça sera en janvier 2027, ok? Ça sera ce qui s'est passé en 2026. Donc il y a du temps. Après, il faut quand même du temps que les échanges se mettent au jour. Bitmart, je voulais le clôturer, mais j'ai pas réussi. BingX aussi, évidemment, c'est là où je trade aussi plutôt pas mal. Mais je regarde 4-5, je suis en train de fermer tous mes comptes Binance, parce qu'ils n'ont aucun intérêt pour le coup. En plus, c'est une vraie galère maintenant pour vendre ces cryptos, parce qu'il n'y a pas plus l'USDT. Donc là, pour le coup, je suis en train de tout fermer. Je voulais en plus le faire sur la journée, faire avant la fin de l'année pour tout clôturer. Il y en a 2 où j'arrive pas à le faire. C'est Binance et KuCoin, il m'en reste 2 à clôturer. Tout simplement, mais je suis en train de tout fermer et des vieux comptes que j'avais pour éviter d'avoir des problèmes avec le régulateur, puisqu'à partir de maintenant, tout sera envoyé directement à l'administration fiscale. C'est pas du tout pour dans l'optique d'arnaquer, mais c'est plus pour éviter de me planter, de faire une erreur, tout simplement pour éviter d'avoir des soucis derrière. Donc je suis en train de clôturer, je crois que j'en ai clôturé 50%, tout simplement. Et je suis en train de réfléchir à comment je vais gérer la suite. Mais en tout cas, vous avez le petit lien du côté de Bitunique. Je laisse les autres pour tous ceux qui veulent. Crypto.com aussi, je l'ai gardé, mais là c'est plus pour une raison de carte. Je pense même à un moment donné passer un palier sur la carte crypto.com pour être peinard et pour plus me prendre la tête. Tout simplement. Donc voilà pour 2026, en tout cas sur la partie DAC8, que vous soyez au courant. Cet article-ci, on va parler des 3 tendances qui vont dominer le marché crypto en 2026 après Coinbase. RWA, c'est déjà sûr et certain qu'il y est. Par contre, pour le reste, on verra. Alors, l'article nous dit quoi? Le 31 décembre, Coinbase identifie 3 tendances majeures pour 2026. Il commence avec la composabilité des produits dérivés. Donc, au final, l'essor des DEX perpétuels. Ça, c'est rien, les DEX. Ouais, possible. Ok. Je vous l'accorde. Comme Hyperliquide, Aster et tout le reste. Il parle également des marchés prédictifs. Ouais. Les stablecoins de paiement, les stablecoins donc type de paiement et surtout l'ouverture réglementaire US sous Trump et la tokenisation du RWA qui soutiennent donc une vision prudemment optimiste comparant 2026 à 1996 plutôt qu'à 1999. Ces tendances signalent une maturation avec la DeFi 2.0, donc le partage de frais et le buy and burn et une intégration dans l'écosystème accru à l'économie réelle. Verratti qui demande tu peux développer ce contrôle des stablecoins. En fait, les stablecoins, c'est tout simplement des dollars ou des bons du trésor, donc des obligations, la dette d'un pays. Donc pour les stablecoins dollars, c'est des obligations des États-Unis qui sont gardées par un tiers. Donc quand tu as un stablecoin, en réalité,
tu as un intermédiaire qui est la banque ou alors l'entreprise qui l'émet, qui détient cet actif, qui détient le dollar pour toi. Et donc, en fait, cette entreprise-là peut être forcée de te censurer, toi, précisément, voire peut le faire de manière arbitraire. Donc, en fait, quand tu détiens des dollars stablecoin, c'est pareil, voire pire, que détenir des dollars sur un compte en banque, parce qu'en plus de ça, tu manques de vie privée, vu que sur les blockchains, tout est visible. En juillet, le breakout. Direction 120 000 $. Les analystes sortaient leur modèle avec des cibles à 150 000. L'euphorie montait et début octobre, Bitcoin a touché son plus haut historique, 126 000 $. À ce moment précis, tout semblait aligné. Le Fear and Greed Index se rapprochait de l'euphorie depuis plusieurs mois déjà. Les réseaux sociaux célébraient les nouveaux cycles. Les 4 ans du halving se confirmaient une fois de plus. Sauf que non. Ce qui s'est passé ensuite, personne ne l'avait vraiment anticipé. Mi-octobre, l'administration Trump a annoncé une nouvelle vague de tarifs douaniers sur la Chine. Le marché a paniqué et en quelques jours, 19 milliards de dollars de positions ont été liquidés excessivement, avec même des soupçons de manipulation. Bitcoin est passé de 126 000 à moins de 100 000 $ en moins d'un mois. Mais ce n'était que le début. La Fed a continué de jouer les troubles fêtes. Oui, il y a eu des baisses de taux. Mais le discours qui accompagnait ces baisses était hawkish et laissait sous-entendre que le rythme de baisse n'allait pas continuer. La liquidité ne reviendrait pas aussi vite qu'espéré. Et le marché a corrigé son optimisme. Le 21 novembre, Bitcoin termine sa chute à 80 500 $. Plus de 36% de drawdown depuis le sommet. Le genre de correction qui fait douter et qui, selon les théories du marché, signifie qu'on entre dans un marché baissier, le genre qui transforme les boules convaincus en spectateurs nerveux. Intéressant. L'Ethereum qui envoie un signal fort. En effet, la file d'attente pour devenir un validateur vient presque de doubler celle des sorties. Une première depuis 6 mois, le staking repart, porté par les trésoreries Bitmain et le futur upgrade Pectra. On le sait, hein, Bitmain, ils veulent avoir une trésorerie de je ne sais combien de pourcentage de la total supply de l'Ethereum, donc c'est quand même une très très grosse nouvelle. On a aussi Pectra qui est la nouvelle mise à jour qui va arriver dans les prochaines semaines là du côté de l'Ethereum. Donc ça va clairement être quelque chose qu'il faudra surveiller. Alors, Le business model des propres firmes, c'est de permettre en soi aux débutants, à n'importe qui, de pouvoir trader avec un capital alloué par des boîtes, du coup, à condition de remplir certains challenges. C'est-à-dire qu'admettons, vous voulez avoir 100 000 $ de fonds financés, ben, il va falloir payer un challenge. Sauf que derrière, en fait, les cours sont manipulés, les comptes sont manipulés, et tout est fait pour que ben, vous êtes mené à la perte de ce compte et que votre compte soit brûlé. Le problème, c'est que ça va attirer énormément les débutants qui vont arriver en masse, vraiment en masse. Dans les prochains mois, si ben, le marché crypto repart à la hausse, et ce sera très probablement le cas. Et malheureusement, ben, le business des propres firmes va se blinder les couilles. Je vous conseille absolument si vous voulez vous former dans le trading, de vous lancer dans tout ce qui est démo trading. Faut leur rappeler, puis je m'inclus là-dedans aussi, là, tu sais, c'est que l'argent que tu as est en conséquence de qu'est-ce que la valeur de cet argent-là vaut à l'international ou par rapport à le dollar américain ou l'euro ou whatever. Là, c'est ça, tu sais, je veux dire, la monnaie fiduciaire, c'est basé sur la croyance que ça vaut quelque chose. C'est un consensus social plus ou moins coercé, dans le sens où le Canada qui émet la monnaie canadienne, ben on est comme un peu obligé de l'utiliser parce qu'il s'est octroyé un monopole. Et il dit ben moi, tu sais, faut que tu me payes des impôts, faut que tu me payes des taxes, puis je veux juste que tu m'y payes en dollars canadiens. Donc on est comme forcé d'utiliser le dollar canadien. Puis ça lui permet d'avoir ce privilège exorbitant-là de pouvoir tout le temps nous diluer notre épargne, notre pouvoir d'achat. Parce que tu sais, une monnaie, ultimement, ce à quoi ça sert, c'est un réservoir de valeur qui nous permet de conserver notre pouvoir d'achat. Argentins protègent leur vie financière. Milei avait une promesse spectaculaire, la dollarisation. 2 ans plus tard, plus de pragmatisme, stabilisation, normalisation du change,
accords externes, reconstruction. Pendant ce temps, les Argentins ont déjà dollarisé leur vie à leur façon, avec des dollars numériques. Les stablecoins explosent parce qu'ils permettent de sortir du peso sans passer par le système bancaire traditionnel. Chainalysis notait que la part des stablecoins en Argentine était particulièrement élevée. Ce n'est pas un délire de geek, c'est une technique de survie. Bitcoin, dans ce contexte, devient aussi une épargne hors système pour une partie de la population, pas forcément pour payer, mais comme actif de sortie, comme assurance. Pourquoi le monde regarde Milei comme un laboratoire ? À la fin 2025, Milei n'est plus seulement une curiosité, il devient un laboratoire. Une cure de discipline peut produire un retournement macro rapide si elle est cohérente et exécutée sans trembler. Mais attention, l'Argentine a une longue histoire de rechute, pression sur le change, réserve, crédibilité. Tout cela reste fragile, même si la trajectoire s'est améliorée. Les leçons pour l'Europe et la France. L'histoire argentine rappelle un principe universel. Je vois aussi nos propres divisions, nos doutes, la solitude croissante qui existe dans la société, la baisse de notre natalité, l'insécurité, les difficultés de pouvoir d'achat. Je sais toutes les impatiences, parfois les colères qui continuent d'exister dans le pays, et je partage plusieurs d'entre elles. Ces urgences exigent des réponses. Dès les premières semaines de l'année qui s'ouvre, le gouvernement et le Parlement auront à bâtir des accords pour doter la nation d'un budget. C'est indispensable. Dès le début de l'année 2026, il faudra agir, soutenir nos agriculteurs face aux crises et les protéger de décisions qui peuvent menacer notre capacité à produire comme notre sécurité alimentaire. On va parler de la dette publique française qui atteint 3 482 milliards d'euros en 2025, soit 117% du PIB. Je vais quand même applaudir la belle performance de votre président, le beaux-arts de la finance, chapeau bas, GG Wallplayer, permettre à avoir mis à terre au final son peuple. Il a rien foutu, ce type. Mais ce n'est pas le sujet. Donc, c'est tout simplement la plus élevée de la zone euro. Ouais. Ils ont réussi à faire mieux encore que la Belgique, c'est waouh. L'agence France Trésor prévoit les emprunts records de 310 milliards d'euros en 2026 contre 300 milliards en 2025 dans un contexte de déficit persistant. Une croissance faible, on parle de 0,70% en 2025 selon la Banque de France, et une instabilité politique. Quand on parle d'instabilité politique, on fait surtout référence aux premiers ministres qui se sont enchaînés sur l'espace d'un an. Et surtout l'absence du budget 2026. Ces emprunts historiques avec des taux en hausse de 2,94% à 3,37% pour les obligations à 10 ans fragilisent. Même si la Fed ne semble pas vouloir ses taux avant le mois de mars au minimum, la liquidité mondiale de son côté continue de croître, ce qui est une bonne chose pour les actifs à risque. Reste à savoir maintenant quand est-ce que tout ça va venir enfin se déverser sur Bitcoin et qu'on pourra réellement en profiter. On en a parlé dans la vidéo d'hier à propos de la possibilité, la théorie concernant la rotation des capitaux depuis l'or, depuis l'argent, depuis les métaux précieux vers Bitcoin. Et je te disais que lorsque le Chicago Mercantile Exchange avait relevé ses conditions de marge en 1980 et en 2011, et bien derrière, les prix des métaux précieux ont plongé. Alors cette nuit, le CME a une nouvelle fois relevé ses taux. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est la troisième fois en moins d'une semaine. Alors oui, on peut s'attendre à un retournement sur le prix des métaux, même si aujourd'hui il y a quelques différences par rapport à 2011 ou 1980, mais on sait aussi que en répétant le même schéma, eh bien on a le même résultat. Je ne vais pas revenir non plus sur la vidéo d'hier, je te laisserai le lien ici et en description de cette même vidéo. Alors ce que je note, ce que je relève de cette situation, c'est une certaine fébrilité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les indices américains sont faits pour monter sur du long terme, puisqu'ils gardent que les meilleures actions. Donc on garde que les meilleures, donc on en fait un indice qui sera performant sur du long terme. Je ne pense pas qu'on rentrera dans un cycle baissier, un bear market qui peut durer plusieurs années ou autre. Ce que je veux dire dans cette vidéo, c'est que, à mon avis, 2026 sera une année un petit peu de turbulence, et je pense qu'en 2026, on marquera le prochain shift de la Fed et des différentes banques centrales. Un événement, peu importe, peut-être un petit craquage dans l'économie qui fera qu'on pourra enfin baisser les taux d'intérêt plus rapidement et restimuler l'économie avec justement une injection, une impression monétaire. Mais je pense que ça passera par un reset. Et donc, d'un point de vue technique, ça, en fait, on est déjà en train de le voir. L'économie, elle est en train de nous dire, moi, je vais pas bien. Petit à petit, je suis en train de ralentir. On voit actuellement l'inflation qui est vraiment en train de chuter massivement. Pourtant, Donald Trump a instauré des tarifs. Donc ça, c'est ce qui prouve également que les gens consomment de moins en moins et qu'on a justement ici pour moi, ça prouve également qu'on commence à avoir un ralentissement de l'économie. Parce qu'il faut comprendre que généralement, une grosse inflation,
ça peut indiquer une grosse croissance. Une inflation qui diminue vraiment. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de direction claire. Il y a du mouvement, mais on n'est pas dans des mouvements tendanciels clairs pour l'instant. Donc pas grand chose à faire, si ce n'est patienter avant d'avoir du mouvement. C'est pas étonnant, les périodes de fête, etc. en général, alors oui, on a le Santa Rally, donc le pump de fin d'année. Ici, on ne semble pas l'avoir eu. Peut-être qu'on pourra avoir quelque chose début 2026. Pas de précipitation. On attend de voir ce que le marché peut nous donner. Au niveau du RSI sur BTC, pareil, on a une belle Chuvashov's Fork, donc encore une fois, une tendance fortement baissière avant une deuxième tendance moins baissière. Si on a un breakout de cela, eh bien, retournement de tendance, et on pourrait reprendre la hausse pour, pourquoi pas, aller chercher les 100 000 $, qui reste quand même un bon premier objectif. Il y aura tout en fait pour que 2028 ou 2027 soient vraiment des années très haussières, je pense, pour BTC. Et donc à ce moment-là, ça pourrait profiter aux altcoins, ok ? Et donc pour passer aux altcoins, quand on regarde le graphique annuel, on voit quoi ? On voit une année de 2025 qui est nulle. C'est-à-dire que on a ouvert l'année à 335 milliards, on est monté temporairement à 397, mais on finit l'année autour des 200 milliards. Donc finalement, c'est une année négative 2025 pour les altcoins. 2024, c'était une année positive, 2023 aussi. Mon hypothèse est que on reviendra sous le plus bas de 2024 sur les alts. Ok, donc je pense qu'on refera un tour sous les 150 milliards et je pense que on viendra tout simplement chercher le bas de ce range. Je pense vraiment que on va retrouver un marché altcoin autour des 100 milliards, 120 milliards de valorisation. Ici, pour venir retravailler un petit peu ce point de breakout, ce qu'on appelle d'ailleurs le Wyckoff check, c'est le fait d'avoir cassé cette structure en W bottom, et ça n'a jamais été retravaillé, donc je pense qu'on va y revenir autour des 134 milliards pour être honnête. Et comme expliqué, moi je vois ça comme une réaccumulation, c'est-à-dire que de mon point de vue, je pense qu'on est dans quelque chose comme ça. Alors, ce zap t'a plu? Fais-le moi savoir en commentaire.